Je m'appelle Dr Adrien Huet, j'ai 32 ans et il y a 5 ans, mon frère aîné a dit à mes parents que j'avais abandonné mes études de médecine, mais il ne s'est pas contenté de mentir, il a construit son mensonge couche par couche, inventant une histoire d'examen raté, une petite amie toxicomane. De l'argent disparu et une honte insupportable, le tout raconté avec ce calme et cette conviction qui lui était propre, si bien que mes parents l'ont cru, ont bloqué mon numéro, cessé de répondre à mes emails, n'ont pas assisté à la remise de mon diplôme d'internat ni à mon mariage. Faisant de moi un orphelin de fait jusqu'au mois dernier. C'était un jour d'échange de garde, mon bip m'a arraché au sommeil pour une urgence vitale absolue, un homme de 35 ans victime d'un traumatisme abdominal fermé et hémodynamiquement instable, j'étais déjà dans la salle de déchocage avant même l'ouverture des portes de l'ambulance. En blouse stérile et gantée, concentré, tandis que les paramédicaux poussaient le brancard en énumérant les constantes vitales, tension en chute libre, hémorragie interne probable, j'ai attrapé la tablette d'admission et fait défiler le dossier pour lire le nom du patient, Marc Huet. Contact d'urgence Gérard Huet, père, et pendant 3 secondes, je n'ai plus rien entendu, puis les portes se sont ouvertes en grand et derrière le brancard sont apparus mes parents, ma mère semblait plus petite que dans mes souvenirs et mon père avait vieilli. « S'il vous plaît, a dit mon père à l'infirmière avec une voix brisée que je ne lui connaissais pas, c'est tout ce qu'il nous reste. Tout ce qu'il nous reste, alors je me suis avancé dans la lumière crue de la salle de trauma et quand ma mère a levé les yeux et lu le nom sur ma blouse blanche alors que je marchais vers le brancard de son fils aîné, elle a serré le bras de mon père si fort que j'ai vu sa manche se tordre. Elle n'a pas prononcé mon nom, elle m'a juste fixé, et j'ai dit d'une voix égale, celle que j'utilise avant chaque chirurgie critique, je suis le chef du service de traumatologie, je vais prendre ce cas en charge. Mais avant de vous ramener à la façon dont mon propre frère m'a effacé de cette famille, laissez-moi vous dire ceci, si quelqu'un a déjà réécrit votre vérité en criant plus fort que vous, mettez un pouce bleu et si cette histoire résonne en vous, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Laissez-moi vous ramener à l'automne 2019 à Bordeaux, la dernière fois où mon père m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté, il y avait 2 fils dans la maison Huet mais un seul faisait les gros titres, Marc a 3 ans de plus que moi. Il est venu au monde bruyant et confiant, le genre de gamin capable d'entrer dans une pièce remplie d'adultes et de les faire rire en moins d'1 minute, il était capitaine de l'équipe de rugby, trésorier de classe, celui que les profs qualifiaient de leader naturel, un mot que mon père adorait. Papa dirigeait une usine de production, c'était un homme pragmatique qui croyait à la hiérarchie, à la force et à la présence, ma mère s'occupait de la comptabilité à temps partiel et de l'image de la famille, il valorisait 2 choses par-dessus tout, les apparences et l'obéissance. Marc offrait les 2 à la perfection tandis que moi j'apportais mes bulletins scolaires, je n'étais ni rebelle ni difficile, j'étais silencieux, préférant mes manuels scolaires aux conversations de table, j'écoutais plus que je ne parlais et chez nous. Le silence n'était pas vu comme de la profondeur mais comme une absence, il y a une différence entre être oublié et ne jamais avoir été vu du tout. En 3e, j'ai été sélectionné pour les Olympiades nationales de biologie, le seul élève de mon collège, mais le même week-end Marc avait un match de phase finale, vous devinez où mes parents sont allés, quand je suis rentré avec la médaille d'argent. Papa y a jeté un coup d'œil et a dit « C'est bien, Adrien », sans demander en quoi consistait le projet sur la régénération des voies neuronales, je m'en souviens car je m'étais entraîné à l'expliquer sur le trajet du retour, seul, Marc est rentré plus tard ce soir-là, couvert de boue et bruyant. Papa lui a donné une tape dans le dos si forte qu'elle a résonné dans la cuisine en disant « Ça c'est de la présence ». Je me suis dit que je m'en fichais et j'ai tout misé sur mes notes, spécialité SVT, physique-chimie, présence parfaite, discipline parfaite, je me disais que si je ne pouvais pas rivaliser socialement, je rivaliserais structurellement, si je ne pouvais pas être le fils qu'il remarquait. Je deviendrais celui qu'il ne pourrait pas ignorer, et pendant un bref instant, je l'ai été. La lettre d'acceptation de la faculté de médecine de Montpellier est arrivée un mardi après-midi, une enveloppe épaisse avec le sceau officiel, papa l'a lu à la table de la cuisine, ses sourcils se sont levés lentement, c'est une vraie faculté de médecine, a-t-il dit, puis il m'a regardé. Vraiment regardé, et a prononcé 5 mots que j'avais attendu 18 ans d'entendre, peut-être que tu feras quelque chose de ta vie, ce n'était pas de la chaleur ni de l'affection, mais c'était une reconnaissance et je m'y suis accroché comme à de l'oxygène, de l'autre côté de la table. Marc souriait mais c'était ce genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux, à l'époque je pensais qu'il était juste surpris, je ne comprenais pas encore que voir le projecteur se déplacer même légèrement ressemblait pour lui à un vol, et Marc Huet ne tolérait pas le vol. La 3e année de médecine est celle où la plupart des gens craquent, pour moi c'est là que tout a explosé, mon colocataire et meilleur ami s'appelait Daniel Charpentier, nous nous étions rencontrés au 1er semestre lors d'une dispute au labo d'anatomie sur la ramification du nerf fémoral. Il avait grandi en foyer d'accueil,
sans filet de sécurité familiale, sans plan B, il était vif, discipliné, avec un humour pince sans rire, le genre d'homme qui ne demandait jamais d'aide à moins que le monde ne s'effondre physiquement autour de lui, et en août de ma 3e année. C'est ce qui est arrivé, cancer du pancréas stade 4, agressif, inopérable, pas de famille à appeler, personne pour s'asseoir près de lui en oncologie à 2 heures du matin quand la douleur perçait à travers la morphine, alors je l'ai fait. Le lendemain matin, je suis allé au bureau du doyen et j'ai déposé une demande de congé sabbatique pour aidants familiaux, un semestre, tout documenté, signé, approuvé, ma place garantie pour un retour en janvier, tout était propre et légitime, j'ai emménagé dans l'appartement de Daniel. Je l'ai conduit à ses chimios, j'ai appris le rythme des pompes 4 et mémorisé ce silence particulier qui remplit une chambre quand les médecins arrêtent de dire si pour dire quand, et pour des raisons que je ne comprends toujours pas complètement, j'ai appelé Marc. Peut-être qu'une partie de moi voulait encore un grand frère, je lui ai parlé du diagnostic, du congé, des papiers, de mon retour au printemps, sa voix s'est adoucie immédiatement, mielleuse, prends le temps qu'il te faut, ne t'inquiète pas pour maman et papa, je gère. Ils n'ont pas besoin de stresser et je l'ai cru. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné à 23h02, papa, ai-je répondu, j'étais assis par terre dans la chambre d'hôpital de Daniel, le dos contre le mur, regardant le moniteur au-dessus de son lit clignoter à un rythme lent et irrégulier. Ton frère nous a tout dit, a dit papa d'une voix froide et contrôlée, les examens ratés, la fille, l'argent, mon cœur s'est arrêté, de quoi tu parles? Ne nous insulte pas Adrien, Marc nous a montré les messages, quels messages, ai-je demandé, il dit que tu pars en vrille depuis 1 an, que tu as abandonné avant qu'il ne te vire, que tu as trop honte pour l'admettre. Daniel a bougé dans le lit derrière moi, la pompe a bipé une fois. J'ai pris un congé autorisé, ai-je dit prudemment, je peux envoyer les documents, je suis dans une chambre d'hôpital en ce moment même, Daniel a un cancer stade 4, Marc a dit que tu aurais une histoire toute prête à couper mon père, puis la voix de ma mère est arrivée sur la ligne. Tremblante et blessée, comment as-tu pu nous mentir comme ça? Je n'ai pas. Ça suffit, a repris papa, n'appelle pas cette maison tant que tu ne seras pas prêt à dire la vérité et la ligne a été coupée, 4 minutes et 12 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à ma famille pour m'effacer. 20 minutes plus tard, un SMS de Marc, désolé Adrien, j'ai dû leur dire, je ne pouvais plus te couvrir, me couvrir, j'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, et au cours des 5 jours suivants j'ai tout essayé, 14 appels, les 3 premiers sur messagerie. Au 4e le numéro de papa était bloqué, maman m'a bloqué 2 jours plus tard, 2 emails dont le second incluait le PDF officiel de la faculté, la signature du doyen, le sceau du rectorat, les numéros directs, le nom de l'oncologue de Daniel. J'ai étalé chaque fait vérifiable dont un parent rationnel aurait besoin, aucune réponse, j'ai écrit une lettre manuscrite envoyée en recommandé, 5 jours plus tard elle est revenue non ouverte avec l'écriture de ma mère sur l'enveloppe, j'ai appelé tante Claire, elle a essayé. Mais 40 minutes plus tard elle m'a rappelé la voix lourde, il m'a dit de ne pas m'en mêler, tu as fait ton lit de 5 jours, 14 appels, 2 emails, une lettre, un intermédiaire, rejeté, bloqué, retourné, et voici la partie importante, ce n'était pas nouveau. Chaque concours de sciences qu'ils ont raté, chaque fois que la version de Marc était acceptée sans question, chaque fois que je m'expliquais et sentais l'air se raréfier avant de finir ma phrase, c'était juste la compression finale d'un schéma de toute une vie. Le 6e jour j'ai arrêté d'appeler, non pas parce que j'avais abandonné, mais parce que j'avais compris quelque chose pour la première fois, Marc ne les avait pas forcés à choisir, il leur avait juste rendu la tâche facile. Daniel est mort un dimanche matin de décembre, sans drame, sans machine qui s'affole, sans dernière parole de cinéma, juste le rythme régulier d'un moniteur s'aplatissant en une seule tonalité et la lumière d'hiver glissant à travers les stores des soins palliatifs. J'étais le seul dans la pièce, pas de famille à appeler, personne dans le couloir, personne pour discuter des décisions médicales, juste moi tenant sa main pendant que son pouce amenuisait sous mes doigts puis disparaissait, je n'ai pas pleuré quand c'est arrivé. J'avais déjà passé 3 mois à pleurer dans des cages d'escalier et des placards à balai, quand la fin est arrivée il ne restait plus rien dans le réservoir, j'ai organisé de petites funérailles, 6 personnes sont venues, une ancienne sœur de foyer d'accueil venue de Lyon, 2 camarades de promo. Une infirmière d'oncologie qu'il aimait bien, la chapelle pouvait contenir 60 personnes, 54 chaises vides me fixaient pendant que je prononçais l'éloge funèbre, mon téléphone n'a jamais sonné, Marc savait, il était le seul à qui je l'avais dit, mes parents n'ont pas appelé, n'ont pas demandé. Ne savaient pas que la raison de mon absence venait de cesser de respirer. Ce soir-là, je suis retourné à l'appartement que nous partagions, sa veste était toujours accrochée derrière la porte, sa tasse de café dans l'évier, j'ai ouvert mon ordinateur et fixé le portail de réinscription pour le semestre de printemps, 2 options, abandon définitif ou retour.
c'est là que je l'ai trouvé, glissé dans son exemplaire du Grey's Anatomy, marqué au chapitre du pancréas, un post-it jaune avec son écriture inégale mais délibérée, « Finis ce que tu as commencé, Adrien, deviens le médecin que tu es. Ne laisse personne décider de ton plafond », il l'avait écrit des semaines avant de mourir. J'ai fermé l'ordinateur, puis je l'ai rouvert et j'ai choisi de grimper. Je suis retourné en cours en janvier, sans soutien familial, sans plan de secours, juste des prêts étudiants, un poste d'assistant de recherche à temps partiel et les restes de la cafétéria plus de soir que je ne veux l'admettre. La médecine ne fait pas de pause parce que votre nom de famille ne répond plus au téléphone, les examens d'anatomie ne sont pas reprogrammés parce que vous êtes en deuil, alors j'ai arrêté de porter mon deuil publiquement, j'ai commencé à travailler, le travail est devenu structure. La structure est devenue contrôle, j'ai obtenu mon diplôme dans les temps, personne de Bordeaux n'est venu, j'ai été affecté en internat de chirurgie dans un grand centre hospitalier universitaire parisien, un centre de trauma de niveau 1, l'un des plus fréquentés de France. Si je devais reconstruire ma vie, je voulais être proche des décombres, pas pour les affronter mais pour les dépasser. C'est là que j'ai rencontré le docteur Marguerite Maggie Thomas, 58 ans, des mains de chirurgienne comme des câbles d'acier, le genre de femme capable de faire taire une salle d'un regard et de reconstruire un abdomen déchiqueté en moins de 2 heures. Elle ne m'a pas posé de questions sur ma famille. Elle n'en avait pas besoin, elle reconnaissait la discipline quand elle la voyait. Tu opères comme quelqu'un qui a peur de faire des erreurs, m'a-t-elle dit après ma première réparation traumatique en solo. Je ne prévois pas d'en faire, ai-je répondu. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle répliqué. Tu opères comme quelqu'un qui ne s'attend pas à une seconde chance. Elle avait raison, l'internat est conçu pour vous briser, longue nuit, retours brutaux, décisions mesurées en secondes qui résonnent pendant des années. Mais l'épuisement est plus facile à porter que le rejet. En 3e année je ne faisais plus que survivre, je dirigeais des cas, les internes regardaient comment je refermais, comment je suturais des lacérations hépatiques sans me presser, comment je parlais, ou ne parlais pas, sous la pression. Je suis devenu connu pour mon sang-froid, ce n'était pas de la personnalité, c'était une armure. C'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré Hélène Duval, avocate spécialisée en droit civique, vive, directe, elle n'a pas sourcillé quand je lui ai parlé de Bordeaux, elle ne m'a pas pris en pitié, n'a pas essayé de réparer ce qui n'était pas à elle de réparer. Tu méritais mieux, a-t-elle dit une fois, 3 mots, c'était suffisant, nous nous sommes mariés dans le jardin de Maggie sous une lumière d'octobre, 30 invités, le père d'Hélène s'est tenu à mes côtés pendant la cérémonie quand est venu le moment des vœux, non pas pour la donner. Mais parce qu'il y a généralement un père quelque part dans ces moments-là, j'avais envoyé une invitation à Bordeaux, elle est revenue non ouverte, tante Claire était là, elle a pleuré pour 2 parents, après la cérémonie Maggie m'a tendu une enveloppe scellée, pas encore, a-t-elle dit. Tu sauras quand, je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau et n'ai pas posé de questions. Les années ont passé, j'ai fini mon internat, suis resté comme praticien hospitalier, j'ai publié des recherches, pris tous les cas de trauma difficiles sur lesquels je pouvais mettre la main, accident de voiture, coup de couteau, poumon collabé à 3 heures du matin. Finalement je suis devenu celui sur qui l'hôpital comptait quand les choses se compliquaient. Il y a 2 ans j'ai été nommé chef du service de traumatologie, 32 ans, jeune pour le rôle mais mérité. Pendant ce temps Marc continuait sa campagne narrative. Tante Claire me donnait des nouvelles au fil des ans, prudemment, à contre-cœur, à Thanksgiving il jouait le deuil, à Noël Ruth m'a dit une fois la voix serrée, il dit à tout le monde que tu ne réponds pas aux appels. Que tu as trop honte de nous affronter, il a dit à notre grand-mère que j'étais au chômage, à oncle Pierre que j'avais été en cure de désintoxication, à maman que je les avais coupés parce que je détestais la famille, il a inversé toute l'histoire, il n'avait pas besoin que mes parents m'oublient. Il avait besoin qu'ils croient que je les avais abandonnés, ainsi leur silence n'était pas de la cruauté mais de l'autoprotection, c'était stratégique. C'est là que j'ai compris quelque chose, Marc n'avait pas menti qu'une seule fois, il avait construit une architecture de tromperie, murs porteurs, poutres renforcées, fête après fête, rumeur après rumeur, il s'assurait que la structure tenait. Il y a 2 ans Hélène m'a dit quelque chose qu'elle gardait pour elle, une demande anonyme avait été envoyée au RH de l'hôpital demandant mes qualifications, mes dossiers disciplinaires, tout écart de conduite passé, l'adresse IP remontait à Bordeaux, il était en chasse, a dit Hélène doucement. Marc cherchait une fissure dans les fondations, n'importe quoi qu'il pourrait utiliser pour garder l'histoire vivante, il n'a rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver, j'aurais pu le confronter alors, déposer plainte, forcer l'exposition. Mais je ne l'ai pas fait parce que la vie a une façon d'organiser ses propres collisions et la mienne était prévue pour 3h07 du matin un jeudi de janvier. 6 mois avant l'accident, Hélène s'est assise en face de moi à la table de la cuisine avec sa voix d'avocate, c'est comme ça que j'ai su que ce n'était pas anodin, il y a quelque chose que je dois te dire, a-t-elle dit en posant son café avec précaution, il y a 2 ans.
quelqu'un a contacté les RH sous un faux nom, il posait des questions sur toi, ton statut, si tu avais déjà été sanctionné, si tes diplômes étaient légitimes. La pièce est devenue très silencieuse, la queue d'hippo a frappé une fois contre le sol, le frigo bourdonnait. Qui, ai-je demandé? J'ai fait tracer la demande par un collègue, l'adresse IP revient à Bordeaux, ce n'est pas une coïncidence, Bordeaux n'est pas une ville où l'on atterrit par hasard en faisant des recherches sur quelqu'un, il cherchait quelque chose, a dit Hélène. N'importe quoi qui soutiendrait la version de toi qu'il a vendue à tes parents, n'importe quoi qu'il pourrait transformer en arme, un blâme formel, une plainte de patient, une mise à jour d'accréditation manquée. Une seule fissure et 5 ans de mensonges sembleraient soudain justifiés, il n'a rien trouvé car il n'y avait rien à trouver mais c'est là que j'ai eu le déclic, Marc n'avait pas juste menti une fois avant de passer à autre chose, il entretenait le récit, le mettait à jour. Le tester sous pression, ce n'est pas de l'insécurité, c'est de la maintenance, j'aurais pu l'appeler alors, le confronter, l'exposer. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai sous-estimé jusqu'où il irait pour protéger l'histoire et je n'avais aucune idée que l'histoire était sur le point de s'effondrer sous les lumières chirurgicales. 3h07 du matin, le bip m'a arraché au sommeil comme une main autour de la gorge, trauma niveau 1, AVP homme 35 ans, trauma abdominal fermé, hémodynamiquement instable, arrivée prévue dans 8 minutes, j'étais habillé en 4 minutes, dans la voiture en 6. Janvier à Paris a une sorte d'obscurité particulière, pas juste une absence de lumière mais une densité, les routes étaient mouillées, vides, je passais en revue les blessures probables dans ma tête, rupture de rate, lacération du foie, hémorragie mésentérique, la routine. J'ai passé mon badge à l'entrée des ambulances et marché droit vers la salle de trauma, 2 internes, une infirmière trauma, l'anesthésiste déjà en préparation, j'ai attrapé la tablette au bureau central et fait défiler le dossier entrant, patient Marc Huet, date de naissance mars. Contact d'urgence Gérard Huet, père, le couloir s'est retiré comme une marée pendant 2 secondes, je n'étais plus un chirurgien, j'étais un jeune homme de 26 ans assis sur le sol d'un hôpital à Montpellier écoutant une tonalité dans le vide. Linda, mon infirmière en chef, est apparue à mes côtés. Docteur Huet? Ça va, j'ai cligné des yeux une fois, posé la tablette, préparé la salle 2, bipé Patel en renfort, je prends ce cas. Les portes de l'ambulance se sont ouvertes brutalement, Marc était attaché au brancard. Masque à oxygène embué par une respiration superficielle, du sang sur l'abdomen, un bras pendant hors de la barrière, les constantes débitées rapidement, tension en chute, rythme cardiaque en flèche, 2 grosses voies veineuses ouvertes en grand, derrière le brancard mes parents couraient. Ma mère semblait plus petite que dans mes souvenirs, cheveux plus fins, visage tendu par la panique, mon père avait l'air gris, vous. C'est mon fils, a-t-il crié en passant le triage, où l'emmène-il? J'ai besoin du médecin responsable. Carla, l'infirmière de triage, a levé les 2 mains. Monsieur, la famille doit attendre en salle d'attente chirurgicale, le chef s'en occupe personnellement. Le chef a répété papa, amenez-moi le chef. À travers la vitre de séparation Carla m'a regardé, déjà en tenue, gantée, badge visible. Elle a lu le nom, ses yeux se sont écarquillés, je lui ai fait un tout petit signe de tête, pas maintenant. Mes parents ont été guidés vers le couloir, c'est tout ce qu'il nous reste, a dit papa d'une voix rauque à personne en particulier. Tout ce qu'il nous reste, je suis entré seul dans le sas de lavage, 30 secondes, c'est tout ce que je me suis autorisé, l'eau chaude sur mes mains, le miroir en acier inoxydable reflétant une version déformée de mon visage, le fils qu'ils ont effacé. Le chirurgien dont ils avaient maintenant besoin. Une partie de moi voulait appeler Patel et partir, laisser quelqu'un d'autre opérer, les laisser redevables à un étranger, plus propre, plus simple, mais il y avait un homme sur ma table avec une rate rompue et une hémorragie interne active. Il serait mort en moins d'1 heure sans intervention et le meilleur chirurgien dans le bâtiment, c'était moi, j'ai bipé Patel quand même, j'ai un conflit d'intérêts, ai-je dit, le patient est de ma famille immédiate, je le déclare et le documente. Si mon jugement flanche tu prends la main, compris, a répondu Patel, tout dans les règles, enregistré, puis j'ai poussé les portes du bloc. Marc gisait sous les lumières, peau pâle contre l'acier, des ecchymoses fleurissant déjà sur son abdomen, pendant 3 secondes il n'était pas le frère qui a démantelé ma vie, il était de l'anatomie, on y va, ai-je dit, scalpel, 3h40, rate rompue retirée. Lacération hépatique de grade 3 réparée avec des sutures en couche, prudent et lent, 2 vaisseaux mésentériques saignants clampés, cautérisés, stabilisés, je n'ai parlé que si nécessaire, aspiration, écarteur. Clampé, les internes regardaient attentivement quand la réparation du foie est devenue délicate, je n'ai pas faibli, je ne pouvais pas me le permettre, à 7h42 j'ai placé le dernier point, constante stabilisée, pression normalisée, saignement contrôlé, vivant. Patel a baissé son masque, c'était impeccable, j'ai retiré mes gants,
laver mes mains, automatique, tu veux que je parle à la famille, a-t-il demandé doucement, non, ai-je dit, celui-là est pour moi. La salle d'attente était à 15 mètres, ça m'a semblé des kilomètres, lumière fluorescente, info du matin murmurant sur une télé murale, 2 autres familles dispersées dans les coins, dans la rangée centrale, rigide, sans sommeil, étaient assis mes parents, j'ai franchi les doubles portes. Toujours en tenue de bloc, masque autour du cou, badge bien visible, docteur Adrien Huet, MD, fac, chef de traumatologie, papa s'est levé immédiatement, réflexe, posture d'autorité, vous, a-t-il commencé, la voix brisée, est-ce que Marc? Ses yeux sont descendus sur mon badge, remontés à mon visage, redescendus, la reconnaissance l'a traversé physiquement, je l'ai vu grimper le long de sa colonne vertébrale, maman a levé les yeux une seconde plus tard. Sa main a jailli vers le bras de papa et l'a serré assez fort pour froisser sa manche, 5 secondes de silence, 5 ans compressés, j'ai parlé le premier, calme, clinique, monsieur et madame Huet, je suis le docteur Huet, votre fils a subi une rupture de la rate et une lacération du foie de grade 3. L'opération a réussi, il est stable en soins intensifs, vous pourrez le voir dans environ 1 heure, monsieur et madame, pas maman, pas papa, j'ai regardé les mots atterrir, maman a fait un pas vers moi, les bras se levant instinctivement, Adrien et j'ai reculé d'un demi-pas. Distance professionnelle, elle s'est figée, tu es médecin, a dit papa, voix gravillonneuse, je suis votre chef de service, je suis. Mais Marc a dit. Qu'est-ce que Marc a dit exactement? Il s'est arrêté, la phrase s'est effondrée avant de se former, la voix de maman tremblait, nous pensions que tu avais abandonné. Il nous a dit ça, qu'il m'a dit calmement, que j'avais échoué, que j'avais des dettes, que j'avais disparu, elle a commencé à pleurer, pas discrètement, pas dignement, rien de tout cela n'était vrai, ai-je continué, j'ai déposé un congé documenté pour m'occuper d'un ami mourant. J'ai envoyé 14 appels, 2 emails, une lettre, vous l'avez retournée non ouverte à travers la vitre derrière moi, le personnel avait arrêté de faire semblant de ne pas regarder, papa a essayé de pivoter, vieil instinct, ce n'est pas le moment. Je viens de passer 3h40 à sauver votre fils, ai-je dit calmement, je suis conscient du temps, il n'avait plus rien, pour la première fois de ma vie, mon père, un homme qui n'avait jamais manqué de décret, restait silencieux. Linda s'est approchée par derrière, docteur Huet, a-t-elle dit doucement, le président du conseil voulait vous féliciter, le comité du médecin de l'année a finalisé la sélection après avoir revu les rapports de la nuit, maman m'a regardé comme si je venais de parler une autre langue. Médecin de l'année. C'est interne, ai-je dit, ça n'a pas d'importance, je me suis tourné pour partir, derrière moi la voix de maman s'est brisée complètement, Gérard, qu'est-ce qu'on a fait, et pour la première fois en 62 ans de vie. Mon père n'a pas répondu parce que le silence était la seule chose honnête qui lui restait. 4 heures plus tard, soins intensifs chambre 6, moniteur stable, lumière du matin coupant à travers les stores en fines lignes blanches, Marc était réveillé, pâle, vidé, des tubes dans les 2 bras, mes sutures le tenant ensemble, je suis entré pour l'évaluation post-opératoire. Il a plissé les yeux vers moi, vers mon badge, l'a lu une fois, puis une autre, Adrien, sa voix était du papier de verre, je suis ton chirurgien référent, ai-je dit d'une voix égale, tu es stable, rate retirée, foie réparée, tu vas t'en remettre, il a fixé le plafond un long moment. Traitant l'information, recalculant, tu es chef? Oui, la porte s'est ouverte derrière moi, mes parents sont entrés, visage ravagé, papa s'est tenu au pied du lit, Marc, a-t-il dit d'une voix serrée, Adrien est chirurgien, chef de traumatologie, Marc a cligné des yeux lentement, puis la performance a commencé, papa. Je ne savais pas, a-t-il râlé, il nous a coupés. Tu sais qu'il l'a fait, maman regardait entre nous, il a dit qu'il avait appelé, qu'il avait envoyé des emails, il exagère, a dit Marc rapidement, tu sais comment il est, dramatique quand il est coincé, ce mot m'a presque fait rire, dramatique, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix, je me suis juste écarté parce que ce n'était pas ma détonation, c'était celle de tante Claire, elle est entrée dans cette unité de soins intensifs à 9h45 comme si elle avait attendu 5 ans l'autorisation, pas de câlin, pas de douceur, juste un téléphone à la main. Je suis restée silencieuse assez longtemps, a-t-elle dit, elle a ouvert un dossier nommé simplement preuve Adrien, capture d'écran de mes emails, la documentation officielle de la fac, confirmation de réinscription, photo de remise de diplôme d'internat, moi en toge, Claire à côté de moi. Pas de parents dans le cadre, puis elle a fait défiler vers un fil de discussion, ceci, a-t-elle dit en lisant à haute voix, et de Marc il y a 4 ans, elle l'a lu mot pour mot, ne dis rien à maman et papa pour l'internat d'Adrien, ça va juste les embrouiller. Ils sont enfin en paix, la pièce est devenue silencieuse d'une manière que les hôpitaux connaissent rarement, Marc fixait le plafond, mâchoire serrée, plus de script, maman a pris le téléphone avec des mains tremblantes, elle a fait défiler les emails,
lut chaque ligne d'objet lentement. Papa a bougé vers la fenêtre, les épaules carrées, puis s'est lentement replié vers l'intérieur. Tu m'as dit qu'il nous avait abandonnés, a dit papa, voix creuse. Marc a dégluti, je vous protégeais. De quoi? Pas de réponse. Maman a atteint le dernier email, celui que j'avais envoyé la veille de ma remise de diplôme. Je suis diplômé aujourd'hui, j'aimerais que vous soyez là, je suis toujours votre fils. Elle a craqué, pas des sanglots dramatiques, quelque chose de plus profond. Un effondrement, papa ne s'est pas détourné de la fenêtre mais sa voix est sortie fissurée en deux. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce n'était pas une question, c'était un verdict. Pendant 5 ans, Marc avait été le fils loyal qui était resté, celui qui avait enduré ma supposée absence. Maintenant l'architecture était exposée et sans croyance, elle ne pouvait pas tenir. Marc m'a enfin regardé, pour la première fois de sa vie il n'y avait aucun charme sur son visage. Aucune confiance, juste l'exposition. J'ai ajusté sa ligne 4 calmement, vérifié le moniteur. Tu n'as pas besoin de m'expliquer, ai-je dit, tu dois leur expliquer à eux. Puis je suis sorti, les portes des soins intensifs se sont fermées derrière moi et pour la première fois en 5 ans. La vérité était plus forte que le mensonge. Je suis revenu aux soins intensifs cet après-midi-là à la fin de mon service, 22 heures depuis que le bip avait sonné, mes parents étaient toujours là, bien sûr qu'ils l'étaient, il n'y avait nulle part ailleurs où aller. Maman s'est levée à la seconde où je suis entré, yeux gonflés. Mains se tordant ensemble, Adrien, je suis tellement désolé, a-t-elle dit, nous avions tort, nous aurions dû vérifier, nous aurions dû. J'ai levé la main doucement, pas pour la faire taire, pour ralentir l'élan. Je crois que tu es désolé, ai-je dit, mais désolé est un point de départ. Pas une réparation. Papa était de nouveau debout près de la fenêtre, même posture que ce matin mais plus petite. Nous voulons arranger ça, a-t-il dit. Alors comprenez quelque chose d'abord, ai-je répondu d'une voix égale, je ne suis pas le fils que vous avez renvoyé. J'ai construit une vie sans vous, si vous voulez en faire partie maintenant, ça se passe à mes conditions, pas celles de Marc, pas les vôtres, les miennes. Pas de colère, pas de volume, juste de la clarté. Papa a hoché la tête une fois, on aurait dit que ça lui coûtait quelque chose. Je me suis tourné vers le lit de Marc, il était réveillé, écoutait. Quand tu sortiras, ai-je dit, toi et moi aurons une conversation, une vraie, mais aujourd'hui tu es mon patient, c'est le seul rôle que je joue. 2 semaines plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un café à mi-chemin entre son appartement et ma maison, terrain neutre. Hélène était assise à une table près de la fenêtre, lisant des dossiers mais assez proches si besoin. Marc semblait plus mince, moins poli. Je n'ai pas perdu de temps. Pourquoi, ai-je demandé, long silence, puis il a dit, parce que tu allais être tout ce que je n'étais pas et je ne pouvais pas le supporter. C'était la première phrase honnête qu'il m'avait donnée depuis des années. Je n'attends pas de pardon, a-t-il ajouté. Tu ne devrais pas, ai-je répondu, le pardon n'est pas automatique, ça se mérite. J'ai posé les conditions, pas une vengeance, une structure. Tu enverras une correction écrite à chaque membre de la famille à qui tu as menti, les 47 adresses dans le fil de discussion, toute la vérité. Pas de nuance. Il a hoché la tête. Et mes parents, a-t-il demandé, s'est séparé. La semaine suivante, j'étais assis à la table de cuisine de mes parents, la même table où ma lettre d'acceptation avait trôné autrefois. Vous avez tous les deux besoin d'une thérapie, ai-je dit, pas pour moi, pour vous. Vous devez comprendre pourquoi vous avez cru un mensonge sur votre propre fils sans vérification. Papa s'est raidi, nous ne faisons pas de thérapie, c'est pour ça que vous êtes ici. Maman a touché son bras, après une longue pause il a expiré. D'accord, je me suis levé pour partir. Puis je me suis arrêté, encore une chose, ai-je dit, vous avez raté mon mariage, ça ne peut pas être défait, mais si vous voulez avoir accès à mon futur, aux petits-enfants, au fait, ça commence maintenant, la cohérence, pas les sentiments. Papa m'a regardé différemment alors. Pas comme le fils silencieux, pas comme celui effacé, comme un homme fixant des termes. Désolé est un sentiment, ai-je dit calmement. La structure c'est le changement et pour la première fois de ma vie mes parents ont écouté sans interrompre. 1 mois plus tard, le gala a eu lieu à l'hôtel Marquet, 200 personnes, chirurgiens, administrateurs, donateurs, verres en cristal, chaussures cirées, quatuor à cordes que personne n'écoutait vraiment. Je portais un costume noir simple, Hélène était à mes côtés, stable comme toujours. Maggie était assise à notre table, bras croisés, observant la salle comme un général observant un champ de bataille qu'elle avait déjà cartographié. Mes parents étaient là, dernière rangée, 2 sièges que tante Claire avait discrètement arrangés. Maman dans une robe bleu marine qui avait encore le pli de l'achat récent, papa avec une cravate qu'il n'arrêtait pas d'ajuster comme si elle était trop serrée. Il semblait déplacé, pas socialement, émotionnellement. Le maître de cérémonie est monté au pupitre. Le médecin de l'année est un chirurgien dont le sang-froid sous la pression, la précision clinique et le leadership ont remodelé cette institution. Chef du service de traumatologie, Dr Adrien Huet. Les applaudissements ont monté vite.
Puis tout le monde s'est levé, pas tout le monde, mais le personnel chirurgical s'est levé, internes, infirmières, anesthésistes, les gens qui m'avaient vu travailler, j'ai marché vers la scène, projecteur chaud, pupitre solide sous mes mains, j'ai fait court, il y a 5 ans, ai-je dit. J'ai failli abandonner, pas parce que je ne pouvais pas faire le travail mais parce que j'avais perdu les gens dont je pensais avoir besoin pour le faire. La salle s'est tue, ce que j'ai appris c'est ceci, les gens qui vous portent vers l'avant ne sont pas toujours ceux avec qui vous êtes nés. Parfois ce sont ceux qui vous choisissent. J'ai jeté un coup d'œil à Maggie, à Hélène, à mon équipe, puis j'ai regardé vers la dernière rangée, mes parents me regardaient comme on regarde quelque chose de fragile, effrayés de cligner des yeux au cas où ça disparaîtrait, et parfois, ai-je ajouté. Ceux avec qui vous êtes nés trouvent leur chemin du retour tardivement, mais là je n'ai pas élaboré, je n'ai pas dramatisé, j'ai laissé le silence faire son œuvre, les applaudissements ont rempli la salle à nouveau. Après la cérémonie, papa a approché Hélène près du vestiaire, j'ai regardé de loin, j'aurais dû être là, a-t-il dit doucement, Hélène a soutenu son regard, alors soyez là maintenant, ils se sont serrés la main, papa n'a pas lâché tout de suite. Pour la première fois depuis longtemps il semblait plus petit, pas diminué, juste conscient, et la conscience est là où le changement commence. Dimanche matin, première semaine de février, neige légère dérivant devant la fenêtre de la cuisine, le genre qui ne tient pas, qui adoucit juste les bords, je faisais du pain perdu, Hélène moulait des grains de café en fredonnant faux. Hippo était posté sous la table avec un optimisme irréaliste concernant les miettes, la sonnette a retenti, j'ai séché mes mains et ouvert la porte, mes parents se tenaient sur le porche en manteau d'hiver, papa tenait une bouteille de jus d'orange comme s'il avait besoin d'une mission. Maman avait une boîte de sablés, ce qu'elle faisait pour les matchs de Marc. Salut, a dit maman prudemment, entrez, ai-je répondu, le café est presque prêt, ils sont entrés lentement, pas comme des propriétaires, comme des invités. Papa a regardé autour de la cuisine comme s'il faisait un inventaire, la maison qu'il n'avait jamais vue, la vie qu'il avait failli manquer, je peux aider à quelque chose, a-t-il demandé, la question a atterri plus lourdement qu'il ne l'avait probablement prévu. J'ai soutenu son regard un instant, tu peux mettre la table, il a hoché la tête immédiatement, j'ai pointé vers le placard, il l'a ouvert, a sorti des assiettes, a fait une pause, compté, m'a regardé, 4, il les a placées sur la table une par une, prudent, précis. Comme si elle comptait, Hélène lui a tendu un café sans cérémonie, maman s'est approchée de moi à la cuisinière et a passé ses bras autour de mes épaules, pas dramatique, pas désespéré, juste une étreinte calme, pas d'excuses, pas de discours, Hippo a frappé de la queue. La neige continuait de tomber, le pain perdu grésillait, ce n'était pas parfait, ce n'était pas l'enfance que je méritais, ce n'était pas une réconciliation de cinéma, c'était maladroit, contrôlé, réel, 4 assiettes sur une table qui n'en avait que 3 autrefois, pas l'ancienne structure. Une nouvelle, et pour la première fois en 5 ans je me suis autorisé à me tenir dans cette cuisine, pas comme le fils effacé, pas comme le chirurgien, pas comme celui qui a reconstruit seul, mais comme un homme choisissant soigneusement de laisser la porte ouverte. 4 assiettes, c'est un début. Cette histoire est une œuvre de fiction créée à des fins de divertissement uniquement. Elle ne constitue pas un avis juridique, médical ou psychologique. N'essayez pas de reproduire les actions décrites.